Jingle. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Il y a des gens qui me disent genre « Oh, tu devrais faire une thérapie, tu vois, chiant, genre toi. » Je pense que je le ferai un jour, mais il y a aussi ce truc, mais ça c'est très symptomatique de plein de gens qui écrivent des chansons ou des livres ou des films ou des choses. C'est que j'ai toujours eu peur et d'arriver dans un monceau de trucs horribles et de pas pouvoir faire face, tu vois, à tout ce qu'il y a sous le tapis de ma vie. Donc ça me fait peur. Et aussi de perdre ce qui me fait écrire mes morceaux. C'est-à-dire la folie, finalement. Voilà, la liloula. Cette semaine, dans Les gens qui doutent, je reçois une personne que j'aime beaucoup, tant pour ce qu'elle crée que parce que c'est quelqu'un de très chouette et rigolo. C'est une sorte de doux mélange, certes improbable, entre Elliott Smith et Lady Gaga. C'est Anna Benabdelkarim qui fait de la musique sous le pseudo de Silly Boy Blue. Je suis tombée sur son travail il y a quelques années grâce à un titre sublime qui s'appelle The Fight, issu de son premier EP. Et là, elle est sur le point de sortir son premier album chez Sony qui s'appelle Break-Up Songs. Break-Up Songs, donc chanson de rupture, donc on est sur une bonne grosse ambi. Donc on a beaucoup parlé de ça, en fait, pas tellement de musique, mais beaucoup de sentiments, d'amour, de façon de gérer ce qu'on ressent, de l'impact du Covid sur nos capacités émotionnelles, de comment elle s'est construite grâce à la musique, de son besoin de prouver très souvent qu'elle est légitime, de vivre les histoires d'amour dans sa tête plutôt qu'en vrai, du fait que c'est parfois compliqué de savoir ce qu'on veut montrer de nous, soit le côté sensible, fragile, ou l'aspect je sais gérer ma barque, je suis capable de vraiment déplacer des montagnes. On a aussi parlé du fait qu'elle a décidé d'accepter certaines de ses névroses plutôt que d'essayer de travailler dessus. Et puis évidemment, on a fini par mentionner Twilight, Salinger, un Furby et une conférence de 600 personnes qui a lieu en permanence dans le cerveau d'Anna. Alors petit détail, l'épisode a été enregistré en janvier, donc avant le 3e confinement. Et pour vous remettre en contexte, on était chez elle, accompagnée de son magnifique chat Nino, et on était assise juste devant un mur de son appartement où sont accrochées plein de photos d'artistes qu'elle admire, ainsi qu'un cadre 3D de Jésus. J'espère que ça vous plaira. J'ai trop ri, je lisais, donc j'ai lu, je pense, 1 milliard d'interviews de toi, j'en avais trop marre à la fin. Arrête, t'adores. Et... Oui, non, donc j'ai lu une interview, et juste à la fin, il te demande t'as un truc à rajouter, et ta réponse était juste j'ai peur. Ah waouh. Et c'est juste ma réponse face à la vie. Comment ça m'étonne pas? C'était dans quel contexte? Je pense que c'était avant un gros festival. Il y a moyen. Ou un event. Il y a moyen. Après, ils sont tout le temps un peu... Enfin, ils sont tout le temps, je dis ça alors que je l'ai fait aussi, mais quand tu fais des festivals ou des scènes ou des trucs comme ça, t'as toujours genre des interviews vraiment 20 minutes avant. Et du coup, t'es vraiment pas concentré dans le truc. Et en plus, après, ils te disent genre, ah, ça va? Et t'es genre, bah non, trop pas. En vrai, je joue dans genre 5 minutes. C'est quoi le point commun entre les gens qui sont sur ton mur? Alors, il y a beaucoup de gens morts, en vrai. Nickel. Genre vraiment pas mal. Mais c'est que des gens que j'admire et j'ai envie qu'ils soient pas loin, tu vois. Attends, est-ce que c'est Jésus? Également. Mais c'est Jésus en 3D. Ça, en vrai, c'était un achat à la caisse, tu vois. Non, en vrai, je le trouve vraiment super chic, quoi. Mais tu vois, c'est comme ça, je l'avais acheté, je sais plus aussi, mais... Un cierge? Non, enfin, c'est un cierge, mais une bougie... Mais genre, en fait, je sais pas s'ils se sont plantés ou pas, mais autour, ils ont mis genre vraiment les couleurs du drapeau LGBT, et je me suis dit genre, waouh, c'est vraiment juste à côté de la plaque. Ouais, ou alors c'est le meilleur retournement de veste. Bien sûr. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ça conviendra chez moi. Et là, il y a un Furby dans un bocal. Je sais pas pourquoi je l'avais mis dans un bocal, mais je pense que je voulais faire un peu une relique, comme les animaux morts, mais j'avais pas d'animaux morts, donc j'ai pris un Furby. Je sais même pas s'il marche encore. Et donc, tu penses qu'elle vient de là, ta mélancolie? De mon Furby mort dans mon bocal, bien sûr. Ça, tout a commencé comme ça. Est-ce que tu dirais que c'est une métaphore de toi, ce Furby? Coincé dans un bocal, tu veux dire?
coincé dans le bocal de la vie. C'est ça. Je vais vraiment me poser la question. C'est vraiment beau. Ouais, oh là là, j'ai vraiment envie de partir dans des trucs, mais ça n'a aucun sens. Putain, vas-y, je cut. Je pars toujours du principe que les 15 premières minutes, ça va partir à la poubelle. Ok, c'est super ça. Oh, bah c'est vraiment comme dans la vie, genre, comme une relation avec quelqu'un, comme une relation sexuelle avec quelqu'un. Tu vois? Non. Si. Je vois pas. Vraiment, je suis partie de la vie, une relation, une relation sexuelle. Vois-le, Fanny, s'il te plaît. Non, mais écoute, c'est le confinement pour tout le monde, mais là, je vois pas. Mais en vrai, c'est chaud. Là, c'est chaud, je trouve. Je sais pas, j'ai l'impression d'être complètement fuckée des sentiments, quoi. Pas toi? Bah ouais. Non, mais c'est juste qu'il y avait des indices avant. Ouais. Mais... Non, mais là, je trouve que c'est pire qu'avant. Mais c'est vrai, moi, je me suis rendu compte il y a quelques jours que quand je vois des potes et qu'on boit de l'alcool, je finis systématiquement par les embrasser. Oh waouh! Oh merde! Mais parce que vraiment, je suis en mode putain, ça me fait trop plaisir de te voir. Et vas-y, on se roule des pelles. Vraiment? Waouh! Ouais, c'est chaud. Voilà, c'était ma parenthèse sur la vie en ce moment où c'est vraiment pas évident, quoi. Je trouve ça horrible. Ouais. La vie. Mais au début, alors déjà oui, mais au début, t'avais nettement moins de mal, non? Avec le confinement et tout. Ouais. T'avais l'air en mode ermite, je vis ma meilleure vie, comme ça, je dois plus rien justifier à personne. Ouais, de ouf. Non, mais le premier s'est bien passé. J'étais avec mon ex. Le deuxième s'est assez bien passé, où j'étais toute seule à ce moment-là et c'était cool. Mais je dis ça comme si elle allait avoir un troisième, mais il y aura sûrement un troisième. Mais il y a sûrement eu un troisième au moment où voilà. Mais non, en fait, plus ça avance et plus c'est chaud, je trouve. Tu vois, genre j'y trouve toujours mon compte. Il y a vraiment des moments où je trouve toujours mon compte parce que j'aime bien être chez moi, parce que j'aime bien faire mes trucs toute seule et trouver les meilleures excuses du monde pour ne pas sortir et ne pas aller à des soirées. Mais j'aime bien, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien avoir le choix. Tu vois, genre même de mentir aux gens. J'aime bien ne pas aller aux soirées. Voilà, spontanément, tu vois, et devoir trouver une excuse. Mais là, je trouve ça vraiment dur. Genre, il y a vraiment des moments où je me dis, genre, où on va, tu vois, encore plus qu'avant dans la vie. Et c'est chaud. Et je trouve que, moi, je vais dire un truc super égoïste. Hein. Vas-y. Mais globalement, c'est très dur. Mais très personnellement, moi, c'est plutôt en termes de relationnel, où j'étais déjà pas la meilleure des personnes en termes de relations humaines. Et là, ça a complètement, bousillé toutes les bases d'enfants de 13 ans que j'avais, quoi. Parce que maintenant, maintenant, tout est mélangé. Genre, la reconnaissance que j'ai pour quelqu'un va se transformer en amour total. J'ai écrit des chansons sur des gens qui me connaissent pas. Qui connaissent pas mon prénom, je pense. Vu que dans une vie normale, en tout cas ma vie normale, il y a plusieurs sentiments et responsabilités et choses qui se passent, j'arrive à comprendre un peu les directions de chacun. Et là, vu que ça se fait vachement de manière plus rare, c'est-à-dire moi, il y a vraiment des journées où je suis chez moi et où j'ai d'interaction avec personne de réel, de direct, et du coup, des détails vont me sembler des montagnes et des montagnes vont me sembler des détails. En fait, je deal que avec moi-même. Du coup, je suis vraiment maître à bord de ma vie et j'ai vraiment juste un capitaine. Un capitaine de train qui est moi-même en train de faire genre chou chou, c'est super, tu vois. C'est vraiment, je sais pas où on va, mais on y va hyper vite. Et c'est horrible. En vrai, genre, je sais pas comment on va tous sortir de ça. Et il y a évidemment pire que moi et moins pire que moi, comme dans toute la vie. Mais c'est chaud. Mais j'ai même plus le cerveau disponible pour ça en ce moment, tu vois. Parce que je suis tellement dépitée. Parce qu'en fait, on est dans une époque où, admettons, tu rencontres quelqu'un. Là, actuellement, en France, soit tu le vois avant 18h, ce qui peut potentiellement être chelou. En plus, tu peux pas aller dans un café, donc tu vas vraiment te balader ou chez la personne. Moi, j'aime pas qu'on vienne chez moi. Genre, en vrai, vraiment. Allez, bye. Non, c'est vraiment très limité, en vrai, dans ma vie, les gens qui viennent chez moi. Bref. Et si tu vois la personne après 18h, potentiellement, c'est de 18h à 6h du matin. Donc c'est chaud. T'as intérêt à avoir beaucoup de conversations, avoir une sacrée libido. Ouais, voilà. Et puis d'aimer dormir avec les gens aussi, tu vois. Et du coup, en fait, je suis un peu à quoi bon, mais comme plein de gens, tu vois. Genre, j'ai même la flemme de me projeter dans un truc qui potentiellement... en fait, il y a plus le truc de l'insouciance et de advienne que pourra, tu vois. C'est vraiment genre... tout est planifié, en vrai. Ouais. Et c'est horrible. Oh là là, ça va pas avec le verso. Ça m'angoisse de ouf, rien que d'avoir dit le mot planifié. Mais comment tu fais si t'es autant angoissée par le fait de planifier des choses, genre au niveau de ta carrière et tout? Est-ce que c'est une angoisse ou est-ce que c'est un truc où le pro, ça va? Pro, ça va.
Pro, c'est moi qui fais les agendas, qui fait, tu vois, tous les jours, j'ai mon petit tableau de choses à faire. Ça va. En vrai, le pro, ça va. Parce que je sais que je bosse, tu vois, et que j'aime bien. En plus, j'aime bien quand tout est bien cadré et tout ça. Mais planifier mais ça, mes copains le savent aussi, tu vois. Mais ça, je t'en avais déjà parlé. De planifier des engagements émotionnels, c'est plus chaud. Mais même amical, amoureux, tout ce que tu veux, c'est vraiment pas évident. Je peux jamais te garantir que je serai là une soirée. Par contre, je peux très bien faire la bonne surprise de venir hyper loin. En vrai, je préfère être de bonne compagnie que être de mauvaise compagnie, tu vois. Genre, ça sert à rien d'aller quelque part et que tu sais que t'es pas bien et que tu sais que non seulement toi, tu vas en chier, mais en plus, les autres vont un peu en chier aussi. Parce que ça va pas être plaisant. Ouais, donc, c'est toujours chiant quand il y a quelqu'un qui essaie de se prendre dans un coin de la pièce pendant que tu veux danser, quoi. Et qui se met comme ça, tu vois. C'est ça. Bien sûr. Donc, en vrai, flemme. Mais c'est ok. Après, tu vois, c'est ennemi. Enfin. T'as été la plus jeune tout le temps ? Ouais. Bah oui, parce que j'avais un an d'avance dans mes classes. T'as sauté une classe ? J'ai pas sauté une classe, je suis rentrée trop tôt à la maternelle. Ce qui est stylé. Vraiment, ce qui est vraiment un truc de verso. Est-ce que tu te l'as pété ? Trop pas. Mais en fait, du coup, je suis rentrée genre à 2 ans au lieu de 3. Et j'ai appris à lire. Et en fait, je savais lire en grande section. Et du coup, ils m'ont dit, on te fait passer en CP. Et du coup, j'avais un an d'avance. Et j'étais la plus jeune de mes frères. Enfin, mes frères sont plus vieux que moi, j'ai que des grands frères. Je suis vraiment en train de te dire ça tout en sortant tous mes DVD de Twilight. Ce qui n'a vraiment aucun sens. On dirait un bébé dans la cour de récré qui te montre sa collecte. T'as vu comme j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3. Et ça, c'est la partie 2 du 3, du 4. Mais du coup, tout ça de base, pour la question. Donc, t'étais la plus jeune partout ? Oui. Ce qui pousse beaucoup à être un peu zinze aussi. J'ai toujours ressenti que je devais toujours faire mes preuves, toujours montrer que j'avais le droit d'être là, toujours montrer que je pouvais. Genre, moi, je sais que j'étais casse-cou quand j'étais petite, mais non, j'étais pas casse-cou, je suivais juste mes frères pour avoir le droit d'être dans le groupe de mes frères. Tu vois. 47 ans. Et voilà, et qui conduisait une voiture, donc du coup. Non, mais en vrai, t'es obligé, tu vois, t'es obligé de faire. Et c'est pareil à l'école. Moi, j'ai toujours été assez bonne élève. Ça dépendait des matières, mais j'ai toujours un peu géré mes trucs parce qu'il fallait absolument que je prouve que j'avais le droit d'avoir sauté une classe il y a 10 ans, alors que j'ai sauté une classe de maternelle, tu vois. Enfin, voilà. Mais du coup, il fallait que je montre que j'ai le droit d'être là parce que j'ai un an de moins, mais c'est ok. Tu vois ce que je veux dire ? Non, absolument. C'est juste que j'essaye de pas interrompre. Je suis désolée. Tu vois, tu vois. Mais valide, coup, voilà. Valide ce que je viens de dire. Valide-moi, s'il te plaît. Mais c'est un truc que t'as toujours ? Bah oui, tu grandis avec ça, t'es obligé. Enfin, moi, c'est, tu vois. Mais tu travailles là-dessus ou c'est juste... Trop pas. Mais alors moi, tu sais, tout ce qui est problématique. Non, mais en vrai, d'un autre côté, ça va parce que c'est un truc qui me pousse un peu à me dépasser. Donc c'est plutôt cool. Mais après, ça te fait que moi, j'ai pas du tout... Mais ça, c'est très symptomatique des gens qui sont versos, c'est que moi, j'ai le... Allez. J'ai le moite-moite de je me déteste, et c'est ce que je dis dans une des chansons, tu vois. De genre... Tu ne me détesteras jamais plus que moi. T'as vu ? Ouais, et c'est totalement vrai. Et c'est pour ça. En fait, Teenager, c'est la dernière que j'ai écrite. Je l'ai écrite genre 2 semaines avant de partir en studio. Et du coup, c'est pour ça que moi, c'est une que je préfère, parce que une de celles que je préfère, parce que elle me représente bien aujourd'hui, tu vois. Et en vrai, c'est ça, c'est que juste d'un côté, c'est cool parce que ça te force à te dépasser, à être jamais satisfait de toi et à écouter les critiques et tout ça et à être ok avec ça. Mais ça te pousse aussi à ne jamais être satisfait de ce que tu fais. Est-ce qu'on est content de ça ? C'est pas on est content ou on n'est pas content, c'est on est comme ça, tu vois. Moi, il y a des trucs que j'accepte, tu vois. Pour moi, c'est un peu comme genre, est-ce qu'on est content d'avoir les yeux bleus ou pas ? J'en sais rien, mais c'est la vie. Et là, c'est un peu ça. Je vais pas le changer, tu vois. Enfin, je pourrais le changer. Mais en vrai, ça impacte que moi. Ça impacterait les autres, genre, ce serait ok. Mais du coup, pourquoi tu veux pas le changer pour toi ? Est-ce que ça te pose pas assez de problèmes pour que t'aies envie de le changer ? Est-ce que juste tu te dis c'est comme ça et je m'en fous et... Pour être très honnête, c'est juste que j'ai pas le temps. J'aimerais bien avoir le temps pas le temps et peut-être pas le courage aussi, tu vois. Quand il y a des gens qui me disent genre, oh, tu devrais faire de la méditation ou oh, tu devrais faire une thérapie, tu vois, chiant. Genre toi. Mais en vrai, je dis juste qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler soi-même. C'est ça. Non, mais en vrai, je pense que je le ferai un jour.
Mais il y a aussi ce truc, mais ça c'est très symptomatique de plein de gens qui écrivent des chansons ou des livres ou des films ou des choses, enfin qui créent des choses, c'est que j'ai toujours eu peur et d'arriver dans un monceau de trucs horribles et de pas pouvoir faire face, tu vois, à tout ce qu'il y a sous le tapis de ma vie. Donc ça me fait peur. Et aussi de perdre ce qui me fait écrire mes morceaux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire la folie, finalement. Voilà. La liloula. En vrai, ça me terrifie. Parce que le syndrome de la page blanche, je l'ai jamais eu. Que je sois en couple, pas en couple, en cœur brisé, pas en cœur brisé, il y a toujours des moments qui sont plus évidents, tu vois, genre tu te fais larguer, moi j'écris genre un EP, vraiment, c'est vraiment ce que j'ai fait, le premier EP c'était ça, c'était vraiment genre, donc n'hésitez pas, on est parti, à me briser le date cœur, Anna, c'est vraiment et pas à dur, la c'est vraiment pas dur du il tout. suffit qu'elle vous voit un jour, Vraiment, c'est vraiment ça, que vous lui disiez bonjour, et liker sa photo. est-ce que ça va, et moi j'envoie directement des messages à mes copines en disant je viens de rencontrer la personne de ma vie, on s'aime et je pense que c'est mon mari ou ma femme. Vraiment, il y a tellement de gens qui ont été mariés à moi mais qui le savent pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est horrible. Un truc qui revient souvent dans les interviews et même dans les textes de morceaux, c'est que t'es en mode je sais pas m'exprimer dans la vie, donc je le fais dans les morceaux. Est-ce que c'est un truc que t'as toujours fait ? Merci. Merci, bonne soirée. Et est-ce que t'as tendance, en faisant ça, à essayer de mieux dealer avec tes émotions, ou bien justement c'est une façon de dire, tu sais quoi, c'est là, maintenant j'ai même plus besoin de parler aux gens. C'est un peu des deux, en fait. Genre, je sais pas, vu que je suis un peu à fond comme plein de gens dans les émotions, quand il se passe des trucs, moi j'arrive pas à dealer, à avoir, tu vois, le recul assez immédiat que plein de gens ont dans un débat ou une conversation ou voilà. Et moi j'essaie juste d'assimiler les émotions et de grosso modo de les stocker pendant qu'il se passe cette chose-là, tu vois, que ce soit une rupture ou une discussion intense ou quoi. Et du coup ça fait que le temps que je processe, je les mets quelque part et après je fais les morceaux. Et maintenant, de savoir que je peux faire ça me fait un peu une assurance de genre, c'est ok, je pourrais dealer avec. Et puis maintenant, c'est une habitude que j'ai de pas... encore plus depuis que je grandis un peu, où j'arrive pas à dire les choses aux gens, mais vraiment de moins en moins. Parce que je ressens de plus en plus de choses qui n'ont aucun sens. Encore plus à cette période, tu vois, c'est ce que je te disais. Je tombe vraiment amoureuse de gens pendant genre 15 jours. Et c'est vraiment de l'amour, en vrai, tu vois. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est pas comme quand tu te dis genre c'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être juste un crush. Non, il y a vraiment des gens dont je peux tomber amoureuse alors qu'ils m'ont dit 3 phrases et demie parce que j'ai très envie que ça arrive, tu vois. Et du coup, évidemment que j'en parle pas à ces gens et évidemment que j'écris des morceaux dessus et ça me permet de me canaliser et de vivre le truc dans ma tête, tu vois. Et c'est très bien. Et heureusement que j'ai ça parce que sinon je serais complètement timbrée plus que ce que je dis là, tu vois. Mais du coup, je pense que ce truc de vivre les histoires dans sa tête, tout le monde l'a. Peut-être pas à ce point. Mais est-ce que ça te plaît ou pas ? Parce que moi, je sais que j'adorerais m'en débarrasser, par exemple. Parce que ça me prend tellement de temps de cerveau. Et je suis là, mais meuf, mais fais un move alors. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, d'un côté, ça me plaît pas parce que c'est fatigant, tu vois, surtout quand ça arrive 4 fois à la suite, t'es un peu en mode bon, est-ce qu'on n'a pas marre juste de ne rien vivre ? D'un autre côté, je sais pas, je suis assez habituée à ça. Bon, après, j'ai été en couple à des moments aussi. Mais c'est un truc que je connais bien et du coup, je me sens confortable dedans. Ça m'effraie moins qu'avant, tu vois. Après, ça m'effraie quand ça dure. Parce que je t'avais dit, tu vois, il y a quelqu'un que j'ai aimé pendant genre 1 an, mais vraiment très très fort et qu'il a jamais su. Mais il y a eu des moments où ça a été un peu épuisant. Mais après, je sais pas. En fait, je pense que j'ai tellement peur du rejet, mais comme plein de gens, que je préfère vivre le truc dans ma tête que de faire un move qui a pas marché. Tu disais tantôt, t'as peur de plus avoir de quoi écrire et tout, parce que c'est ce qui te... Enfin, le fait de ressentir les choses très fort, c'est ce qui te fait écrire. Est-ce que tu préférais faire autre chose de ta vie et ressentir les émotions moins fort ? Trop pas. Jamais. Genre vraiment jamais. En vrai, j'ai toujours voulu faire ça, de la musique, que professionnellement ou pas, tu vois. Et il y a eu des moments où j'étais tellement focus dans d'autres tafs, donc dans le journalisme ou des trucs comme ça, que
j'étais moins un peu centrée sur ça. Et du coup, j'ai un peu vécu ce que tu dis là, de un peu être en mode pilote automatique. Et puis, il y a des semaines entières où tu ressens moins de choses parce que tu travailles. Ça m'intéresse pas parce que, je sais pas, j'ai besoin de... En vrai, même dans la tristesse, à des moments, tu vois, j'ai besoin de ressentir des trucs très forts, que ce soit de la tristesse très forte ou de la colère ou de la joie ou de l'amour ou de l'amitié, parce que c'est ça qui m'anime. Et quand c'est... Il y a plein de gens qui aiment beaucoup la routine et la stabilité, et peut-être qu'un jour ce sera mon cas, mais moi ça n'a jamais été le cas pour l'instant. Je préfère vraiment des montagnes russes. Et même s'il y a des moments où je vais venir me plaindre en disant genre je suis épuisée de la vie et tout ça, je préfère ça et ressentir. En fait, je vais dire vraiment un truc très cliché, mais pour le coup, je trouve que c'est un cliché qui marche très bien. C'est ça qui me fait me sentir un peu vivante, tu vois. Genre, je trouve qu'il y a rien de pire que ce que j'ai fait à des moments pendant 2 ans quand je bossais beaucoup en journalisme, que d'être tellement fatiguée, tellement dans une routine que tes sentiments sont complètement annihilés et que t'es juste en pilote automatique. Et ça, moi, je trouve ça terrible. C'est ça qui m'effraie le plus, tu vois. Et ça va aussi avec la page blanche et tout le bordel. Mais non, je préfère que ça fasse nimp. Puis au moins, ça anime un peu. Genre, je sais que ça fait rigoler mes copains quand je leur raconte mes histoires de merde. Donc, on aime bien être une amie qui te fait te rendre compte que ta vie, elle est bien, tu vois. À toi. Ça, c'est vraiment ma vie. C'était long comme réponse. Hein. Ben au moins, elle est terminée, donc franchement, bravo. Début, milieu, fin. Il y a des paroles dans Teenager qui m'ont pas mal fait tiquer. C'était always been loud, so you could see me in crowds. Hopelessly scared to fully disappear here too. Alors, petite pause dans ce podcast parce qu'on est bien tous d'accord sur le fait qu'on n'a absolument rien compris à ce que je viens de dire. Donc, les paroles, c'est « Always been loud, so you could see me in crowds, hopelessly scared to fully disappear here too ». Donc, traduction, j'ai toujours parlé très fort pour que tu puisses me voir même dans la foule parce que j'avais extrêmement peur de disparaître moi aussi. Voilà. Back to the podcast. Pourquoi ? Alors, déjà, ça, c'est... Il y a une petite référence à une BD que j'aime trop, que j'ai pas là, parce que je l'ai prêtée à une copine, qui est « C'est comme ça que je disparais » de Myriam Mal. Est-ce que tu l'as lu ? Elle te plairait trop, elle est incroyable. C'est une BD sur la dépression, mais qui est vraiment bien jaugée, en fait. C'est pas genre « Ah là là, je suis au fond de mon lit et c'est triste », comme c'est beaucoup dépeint dans beaucoup de films, etc. C'est vraiment juste comment c'est dans toute la vie, comment tu rentres chez toi après une soirée avec des copains et comment tu pleures parce que ça va pas trop, tu vois. Enfin, elle est trop bien et c'est une BD absolument magnifique. Donc, c'est un peu une référence à ça. Et ces paroles, c'est parce que je sais que quand j'étais petite, je criais beaucoup, à tel point que genre mes parents, ils m'ont emmené voir même un médecin à un moment pour voir si j'étais pas sourde, tellement je parlais fort et tellement je criais. Et en fait, non, pas du tout. C'était juste que j'avais... En fait, j'ai peur. Je crois que c'est de grosse peur d'être oubliée, mais tu vois, dans le sens général du terme, tu vois, d'être pas prise en compte. Et du coup, j'ai toujours parlé plus fort. Tu vois, j'étais la personne qui se faisait prendre des heures de colle pas parce que je faisais des conneries, mais parce que j'étais celle qui parlait trop fort dans le groupe de copines du fond qui parlent, tu vois. Et je sais pas, il y a cette espèce de dualité entre, mais ça je t'en ai déjà parlé, mais j'ai très peur que les gens me connaissent, enfin me comprennent et arrivent à lire en ce que je suis, mais en même temps, il faut aussi que je sois présente et que j'existe pour pas être oubliée ou mise de côté, tu vois. Et c'est quasiment mot pour mot la citation dans Lilo et Stitch. T'as vu? Oui. Ohana signifie famille. Ouais. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. J'étais vraiment à ça. Dans Ohana, il y a Anna. Oh, waouh! Mais ouais, non, j'ai ce besoin-là de... Et puis aussi, tu vois, c'est le truc de... Je sais pas, j'ai jamais l'impression... quand j'étais petite, on me disait ce truc un peu horrible de « t'es un garçon manqué ».
Enfin, horrible, pas dans l'expression, parce que moi j'étais très fière d'être un garçon manqué, mais ça veut rien dire maintenant. Mais c'est juste que j'étais très très visible parce que j'avais peur de pas d'être mise à l'écart, tu vois. Et ça rejoint ça, quoi. Toujours été très j'ai toujours crié et parlé fort et ouvert ma gueule et été insolente et blablabla. Pourquoi t'aurais disparu? Bah je sais pas, j'avais juste très peur de ça parce que je me suis rendu compte vite que le monde était peuplé de gens absolument incroyables et de grosses merdes également. Mais que pour être au niveau de ces gens incroyables, il fallait aussi se bouger les fesses parce que tu vois, et du coup exister pour essayer un jour d'être aussi cool que la personne cool que t'admires toi, parce que j'admire beaucoup les gens et du coup enfin tu vois ce que je veux dire. Tu t'es construit à quel point en fonction des gens que t'admirais? Ça dépend genre nos musiciennes et tout ça. Les gens que t'admires, ouais, soit des idoles, soit des gens où tu disais putain, cette personne là dans ma vie, j'ai envie d'être comme elle. Alors j'ai jamais, je me suis complètement construit à travers les autres, mais j'ai jamais voulu ressembler à des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Enfin, évidemment que comme toutes les petites filles, j'ai voulu ressembler à une telle ou un tel ou machin et tout ça. Mais je me suis jamais dit genre, je vais faire de la guitare pour être comme Joan Jett, tu vois par exemple. Je me suis dit, ok, c'est hyper cool ce que fait Joan Jett. Il me faut une guitare pour voir si moi j'arrive à faire des trucs cool avec. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis méga construite grâce à 1000 modèles parce que c'est ce que je sais pas si je t'en avais parlé, mais ça m'a un peu foutu un coup, mais j'ai retrouvé, mais je crois que je t'avais dit des vieilles maquettes il y a pas très longtemps de chansons d'il y a longtemps, mes premières chansons. Et c'est genre il y a genre 12 ans. Et je parle des mêmes choses, enfin je parle avec la même gravité de peine de cœur ou de comment c'est la vie et tout ça. Et du coup, j'étais très très jeune, complètement en train de me demander mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je ressens ça comme ça et tout ça. Et du coup, j'ai eu besoin de plein de modèles, tu vois, qui me ressemblaient de près ou de loin, mais j'avais besoin de références parce que moi j'avais une famille méga stable à la maison, enfin genre mes parents sont hyper chouettes, j'ai 2 grands frères, j'avais mes copines, enfin j'ai jamais eu de trucs problématiques en gros qui tu peux te dire genre ah oui mes parents ont divorcé donc du coup à ce moment-là je suis devenue comme ça, ou ah oui j'ai été bulliée à l'école donc du coup j'ai été vraiment pile dans la moyenne de tout, vraiment de tout, genre j'ai des copines, j'ai des notes correctes, j'ai une famille ok, enfin tu vois tout a été très médian et pourtant je ressentais des trucs que je comprenais pas du tout. Et du coup, j'ai eu besoin de 1000 modèles, parce que sinon je pétais un plomb, tu vois. De pas avoir de... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai juste pioché dans 1000 personnes, quoi. Et c'est quoi le point commun entre elles? Entre ces personnes-là? Ouais. Je sais même pas s'il y en a, en vrai. Je me suis vraiment jamais posé la question, tu vois. Je sais pas. Parce qu'il y a tout, tu vois. Enfin, j'ai eu besoin de David Bowie, qui était méga flamboyant, qui arrivait sur scène complètement plus powerful que lui, tu peux pas, tu vois. Et j'avais aussi besoin de Elliott Smith, qui est la personne la plus introvertie, qui veut pas être sur scène, qui est derrière sa guitare et qui donne quasiment jamais d'interview, tu vois. J'avais besoin de tout pour dealer avec toutes les émotions que j'avais aussi, tu vois. Donc je sais pas s'il y a vraiment des points communs, parce qu'il y a pas que des chanteurs et chanteuses, tu vois. Il y a qui d'autre? Je sais pas, il y a des personnages dans des séries, il y a des personnages dans des films. Il y a ce qu'on me dit aussi, des gens qui me disent tu ressembles vraiment à un tel ou à une telle, et enfin tu vois, je sais pas, il y a plein de gens. Mais il y a Clémentine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il y en a vraiment, tu vois, tous les DVD que j'ai là, notamment le live de Shakira, MTV Unplugged. Bien évidemment. Oh là là. Mais c'est un peu tous les films aussi totems que j'ai et qui, enfin tu vois, il y a plein de trucs, même dans les Tim Burton aussi, genre Édouard aux mains d'argent que j'aimais beaucoup parce qu'il est tout goth et qu'il est dans un environnement tout pas goth, même si ça va plus loin l'histoire, mais il y a ce truc très outcast aussi, mais qui est très paradoxal parce que moi j'étais et outcast et pas outcast parce que je m'habillais pas du tout comme mes copines et tout ça, mais j'étais quand même dans un groupe de copines super chouettes. Et pas du tout outcast, même elles étaient plutôt populaires, donc du coup j'étais un peu assimilée à elles. Mais enfin ouais, je sais pas, tout était très normal, sauf mon cerveau.
du coup. Et du coup, comment t'as géré ça? Bah, avec la musique. En vrai, hein. Genre, c'est vraiment pas un cliché. Enfin, c'est vraiment un cliché et pas un cliché. Mais en vrai, enfin, j'ai écrit de la musique hyper jeune. J'avais 13 ans, quoi. Et j'écrivais des chansons. Après, c'est des chansons de merde. Je dis pas, j'écrivais des chefs-d'œuvre. Mais le fait d'extérioriser les choses te suffit pour arriver à les gérer? Pas forcément pour arriver à les gérer, mais pour déjà les comprendre, en vrai, tu vois. Par exemple, ça m'arrive souvent de commencer à écrire une chanson sur un méga crush, et puis d'écrire, et de me rendre compte que j'écris genre c'est moi qui abuse et j'en ai marre et j'ai passé la nuit, j'ai écrit une chanson il y a pas longtemps en me disant genre ah là là, j'ai vraiment un crush sur cette personne, et j'écris dessus en me disant je vais écrire une chanson sur juste avoir un crush. Et après je commence à écrire et je vois que j'ai passé la nuit à imaginer à quoi nos enfants ressembleraient pendant que toi t'étais en train de te taper quelqu'un que t'aimes vraiment. Et là je me suis dit ok, donc en fait c'est moi qui vais beaucoup trop loin. Elle s'appelle Stalker, cette chanson. Et ça me permet de me rendre compte de choses aussi. Notamment que j'abuse à des moments, ou que la personne m'a super mal parlé, ou que, enfin, tu vois, ça me permet de mettre bout à bout des choses que j'arrive pas forcément à faire dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il y a juste mon cerveau qui fait genre ah, il t'a largué, t'es une grosse merde, c'est horrible, ah là là, tu le détestes, viens, on l'appelle, viens, on fait ça, viens, machin. Et quand je me pose devant quelque chose que j'écris, c'est genre il s'est passé ça, je raconte, il s'est passé ça, machin. Et là, je suis genre, ok, et voilà. Et en fait, 3 minutes 40 pour processer des mois et des mois d'errance mentale, tu vois. Ce qui est cool dans ma vie. Tu disais tantôt le côté flamboyant de David Bowie et tout. J'ai l'impression qu'on a un peu le même dilemme, toi et moi, entre genre d'avoir un peu le cul entre deux chaises, entre je suis un animal fragile et putain, si j'ai réussi à faire ça alors que j'ai 12 ans et demi, I'm fucking good at it. I'm fucking powerful. Et get your fucking shit together. Bien sûr. Et je suis en perpétuel questionnement vis-à-vis de ça. Être genre, quelle image j'ai envie de donner? Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi? Est-ce que je suis une victime fragile ou est-ce que je suis la meuf qui se rend compte qu'elle a fait des choses vraiment cool? Bien sûr. Mais alors, ça, mon avis là-dessus aussi, moi je m'en rends compte un peu maintenant, c'est qu'on a été très habitués, je trouve, à être, enfin les meufs, à être enfin moi je sais que jusqu'à mes 20 ans, quand je me présentais à un garçon que j'avais potentiellement envie de date, je me présentais comme fragile, comme victime, comme gna, parce qu'on nous a vachement appris à être comme ça pour séduire aussi, tu vois. Du coup, il y a un peu ce truc de je sais pas, j'ai l'impression c'est valorisé quand t'es une femme d'être fragile et d'être une victime et de machin et tout ça. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis après, il y a aussi vachement de gens de notre génération qui sont dans le syndrome de l'imposteur, donc fake it until you make it, tu vois aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc il va y avoir ce côté de oh mon Dieu, je me déteste et c'est horrible ce que je fais, et oh mon Dieu, c'est fantastique, je suis la meilleure personne du monde, tu vois. Enfin, c'est aussi les gens fous. Mais ça, c'est sans vouloir te dire que t'es folle, mais ça, tu le sais. Non, je suis pas folle, mais... Non, mais... Mais... Quoi? Mais je suis pas du tout folle. J'ai juste du mal à identifier les émotions et à... Fuck you. Fuck you. Mais c'est ok, hein. Après, enfin, tu vois, qui suis-je pour juger? Ouais, déjà. Vraiment. Et puis non, mais même moi, tu vois, c'est pas parce que d'ailleurs, ah oui, post-it, c'est assez marrant qu'à chaque fois que je te pose une question sur la façon dont tu réfléchis, tu ramènes ça à des relations amoureuses. Ah ouais, parce que pour moi, ça pour le coup, c'est assez chiant. Mais comment dire? Autant je vais être très focus sur mon travail, sur mes chansons, sur mes rendez-vous, sur mes machins et tout ça, autant mon temps de cerveau disponible, quasiment tout le temps, va là-dessus. J'ai une espèce d'obsession pour l'amour, mais dans ses grandes largeurs. Pas forcément, genre, pas du tout une obsession pour trouver quelqu'un, mais une obsession dans l'amour, les histoires d'amour, les sentiments amoureux et amicaux amoureux, etc. Mais que ce soit, genre, si je lis un livre sur un truc comme ça, je vais y penser toute la journée et tout ça. Enfin, c'est genre mon temps de cerveau disponible est focalisé sur les relations entre les humains, tu vois. Quelle que soit la forme. Que ce soit un truc que j'ai lu, un truc que j'ai vu, un truc que j'ai entendu, ou un truc que j'ai ressenti moi, tu vois. Mais ça, c'est un peu terrible, mais ça a toujours été comme ça. Pourquoi c'est terrible? Parce que c'est fatigant. Il y a vraiment des moments où tu te... Je sais pas, genre par exemple, je vais aller acheter quelque chose, tu vois, je vais aller faire
C'est pour ça que j'appelle beaucoup ma mère, pour moins y penser, parce que j'aime bien passer du temps au téléphone avec elle. Mais je vais pouvoir écouter de la musique, donc j'ai toujours un fond sonore dans ma tête, mais ça c'est vraiment même quand je réfléchis, enfin c'est un peu l'enfer, mon cerveau qui est vraiment bête. Et je vais penser, enfin je peux, c'est pour ça que je peux marcher très longtemps et très loin, c'est parce que je peux gamberger là-dessus pendant des heures, et du coup il y a des moments où c'est fatigant, genre tu rentres chez toi le soir et tu te dis attends mais pourquoi j'ai une migraine, et en fait c'est parce que tu t'es refait toutes les saisons de Skins en te rappelant de à quel moment il tombe amoureux, et si toi t'as déjà ressenti ça, et à quel film ça te fait penser, et à quel livre ça te fait penser. Et c'est exactement comme ça que c'est décrit dans le livre de Françoise Sagan, de quand elle dit qu'elle s'ennuie et que d'un coup elle tourne la tête, et tu vois c'est exactement ce qui se passe dans ma tête sans cesse avec de la musique à côté. En fait, ton cerveau, c'est une fête que j'aimerais quitter. Moi, mon cerveau, c'est une grande conférence où tout le monde parle, personne ne s'écoute, mais tu en tires quelque chose à la fin. Je dirais, c'est genre un 13/20, une copie à 13/20. Genre, ça se tient, mais pas de ouf, mais ça se tient un peu quand même. Voilà, c'est vraiment mon cerveau. Grand amphi. Nous sommes 600. Bienvenue, prenez la parole. Aucun de nous ne sait ce qu'il fait. Qui veut prendre la parole? Tout le monde, saisissez les micros sous votre chaise. Mais du coup, tu disais... Être flamboyant et être une victime. Ouais. Et je disais, même moi, en tant que personne, juste pas tant dans le regard des autres, mais même moi en tant que personne, j'arrive même pas à savoir ça. Bien sûr. Mais enfin, bien sûr, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et est-ce que toi, ça te pose problème d'être toujours en train de tergiverser là-dessus? Non. Parce que c'est... En fait, c'est... Pour le coup, ce projet, Silly Boy Blue, ça m'a vraiment aidé à l'accepter, parce que les premiers rendez-vous... C'est la première fois qu'on parle de Silly Boy Blue. Ouais, d'ailleurs, je fais de la musique. C'est vrai. En vrai, de ouf, ça me pose pas du tout de problème, parce que, du coup, je l'ai accepté avec Silly Boy Blue, parce que les premiers rendez-vous que j'ai eus, on m'a un peu demandé, sans me demander, de choisir entre est-ce que tu veux être présenté en mode Elliott Smith, enfin en mode tout timide derrière ta guitare, ou est-ce que tu veux être hyper badass, enfin grosso modo. Et t'as vu mon album, il y a des guitares-voix où il y a rien d'autre et où c'est vraiment genre et des trucs hyper plus vénères. Et en fait, j'ai juste accepté que tu pouvais être les deux, tu vois. Et ça fait partie de ma vie aussi, mais même juste dans la vie, il y a des moments où j'ai envie d'être très introverte et de parler à personne et de regarder des films chez moi en étant toute emmurée dans un cercueil si possible. Hâte. Et mon lit. Et il y a des moments où je suis en mode genre ok, c'est la fête, on va faire ça, on va créer ça et on va être zinzou, on va être une bonne zinzou. Et voilà, et c'est ok en vrai. Enfin, je trouve que c'est ok. Enfin, moi, en tout cas, je me suis dit, ça sert à rien de combattre un truc ça se trouve, ça passera, tu vois. Mais j'en ai un peu marre de me combattre moi-même, en vrai. Tu vois, c'est un peu con à dire comme ça, mais j'ai passé trop de temps dans ma vie à me détester. Et c'est toujours le cas, en vrai, sur plein de points. Mais je suis un peu fatiguée d'essayer de nier ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que la validation des gens via ton travail a servi à ça? Oui et non. C'est toujours plaisant d'être validé. Après, quand t'es validé, t'es toujours non validé aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Beaucoup de haters. Je sais pas trop. J'aimerais bien te dire, je vais pas trop voir, mais si, je vois parfois, tu vois, quand je fais des trucs qui sont visibles, genre des émissions ou des interviews, des trucs comme ça, et en vrai, ça m'atteint de ouf, mais d'un autre côté, ça m'atteint pas trop. Enfin, tu vois, c'est encore le truc de la dualité, de genre, d'un côté, je me dis, oh mon Dieu, je suis la pire des personnes et c'est horrible, et d'un autre côté, je me dis, genre, bon, en vrai, c'est ok qu'ils aiment pas, parce que déjà, moi, je m'aime pas trop moi, donc en vrai, je les comprends. Du coup, tu commentes, ouais, bien dit. Bah, de ouf. En vrai, je suis vraiment genre, en vrai, je suis grave dans ta team, mais c'est pour ça que j'ai écrit ça dans Teenager, tu vois. C'est vraiment de dire, genre, je me suis déjà beaucoup plus détestée que vous pourrez jamais me détester, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à me détester maintenant, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 6 mois quand je vais sortir mon album, tu vois. Et en vrai, ils vont arriver en disant genre, ah, je la déteste, et je serai genre, mais en fait, moi, ça fait 25 ans que je le fais, tu vois. Donc t'auras jamais l'avance que j'ai moi, tu vois ce que je veux dire?
Du coup, c'est pas... c'est toujours vexant, parce que... Enfin, après, il y a des gens que ça vexe pas, mais moi, c'est toujours vexant de lire un truc, une critique. Mais d'un autre côté, je suis genre, ok, en fait, moi, je sais très bien que j'ai déjà fait 1000 fois pire avec moi-même, donc... tu vois. Et qu'est-ce qui te rend fière de toi? Mon papier peint. En vrai, ça, c'est une belle victoire parce que je l'ai fait avec une copine juste après ma rupture. et tu vois, c'était un peu le truc de genre... Est-ce que tu lui as demandé de te mettre derrière le papier peint et de te recouvrir et de entièrement m'emmurer par-dessous de la colle? Non, en vrai, ce qui me rend fière, en vrai, de vrai, c'est d'arriver à passer outre... Mais c'est un peu le fake it until you make it, tu vois. En vrai, genre, par exemple, Taratata, tu vois, genre... je te montrerai, j'ai une photo de juste avant où j'avais vraiment envie de mourir, mais vraiment de peur, et d'arriver à faire des trucs comme ça et qu'on me dise genre t'avais l'air à l'aise, ça s'est bien passé, et je suis genre en vrai vous savez même pas l'énergie que ça m'a demandé, et d'arriver à le fake it et à le make it du coup. Ça, je trouve ça cool. Ça, je suis contente d'arriver à passer outre ça, tu vois. Oui, voilà. Ma vie entière est basée là-dessus. C'est bien, t'as vu, hein. C'est ouais. Et on te dit genre, mais c'est marrant, t'es à l'aise et tout ça. Et t'étais genre, non, j'étais vraiment, il y avait pas moins à l'aise que moi. Mais je peux te faire croire ça. Chaque geste Regarde, était absolument une douleur calculé. Et chaque parole était pénible dans tout mon être. Voilà, c'est ça, exactement. Overthinking. Est-ce que ça te fait quelque chose de savoir que tu fais les choses assez jeune? Bon, dans la musique, c'est pas si exceptionnel, mais est-ce que ça te rassure quand même de savoir que tu fais des choses cool et que là, tu sors ton premier album alors que t'as seulement 25 ans? Ou est-ce que tu t'en bats les couilles? J'aimerais bien m'en battre les couilles, mais en vrai... Vraiment, mon cerveau est... Là, tu vois, toi, t'es au milieu de l'amphi, en train de poser des sujets sur la grande table... Et tout le monde qui est genre, j'ai un point de vue, j'ai une idée. Ça vient pas de chez nous, mais j'ai plein de réponses. Ben oui et non. En fait, vu que j'ai toujours été, mais on en parlait, vu que j'ai toujours été habituée, enfin pour moi c'est une norme en fait d'être assez jeune. Donc tu vois, quand on me dit vous avez fait ça, vous êtes un peu jeune, en vrai moi ça fait depuis que je suis petite qu'on me dit t'es plus jeune, t'as réussi à faire ça, donc tu vas pouvoir sauter une classe, donc tu vas pouvoir aller avec tes frères, donc tu vas pouvoir faire le Rock'n'Roller Coaster à Disneyland Paris. Ça c'est vraiment arrivé. Enfin tu vois, on s'en bat les couilles, mais tu vois, j'ai toujours été plus jeune qu'eux, mais on te laisse le faire. Donc du coup, c'est un peu une norme dans ma vie. Donc je le ressens pas trop. Je suis contente qu'on me dise genre à tel âge, tu vas faire ça. Mais en fait, vu que j'ai toujours été habituée à être un peu... Mais justement, ça te fait pas peur de plus avoir ce truc-là Si, bientôt? on en a parlé à mon anniversaire. C'est terrible. Oui. T'as vraiment mis le doigt sur un truc terrible. Où un jour, ce sera normal. Ouais. Mais... J'ai un ami qui s'appelle Ino JP, qui est humoriste en Belgique, et il a une phrase dans son spectacle que je trouve folle. Il dit j'ai atteint un âge où c'est encore assez jeune pour réaliser tous tes rêves, mais déjà trop vieux pour que ça impressionne qui que ce soit. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais d'un autre côté, en fait, ça va parce que là, je suis contente de ce truc-là, de un peu d'impunité, bon, au pire, j'ai que cet âge-là, donc j'ai quand même l'excuse. Mais d'un autre côté, j'ai aussi hâte de ne plus être obligée de me justifier. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on te demande de justifier là? Parce que, en vrai, quand t'es jeune, le truc qui est trop bien, c'est que tu peux faire des trucs un peu inconscients et insouciants sans qu'on te juge et qu'on soit plutôt impressionné par ça. Mais en même temps, j'ai aussi hâte d'atteindre un âge où je suis plus constamment en train d'essayer d'en faire des caisses et d'être justement bruyante et visible et tout ça pour que je sois crédible, tu vois. Genre je sais, j'imagine si je fais encore de la musique à 35, 40 ans et que c'est cool, ça se passe bien, j'aurais plus à apprendre absolument tous les détails de toute ma carte son pour pas qu'on me fasse chier sur scène. Bon après ça c'est parce que je suis une femme aussi, mais c'est parce que je suis jeune, tu vois, j'arrive et on va m'expliquer comment me brancher et tout ça, donc je pense qu'il y a 50% du fait de ça qui est fait parce que je suis une femme, mais 50% parce que je suis jeune aussi, et j'imagine que quand j'arriverai sur scène, si je continue à faire de la scène à 35-40 ans, qu'on viendra plus m'expliquer les choses et que je serai plus obligée de connaître tout sur le bout des doigts, des trucs que je devrais même pas connaître moi, tu vois. Enfin, j'imagine aussi. Donc je me dis qu'il y aura des trucs bien, tu vois, un peu partout, quoi. Quand on parlait dans la vie, tu fais souvent des blagues, genre j'ai hâte que l'album sorte et que personne l'écoute. Ouais. Ça c'est un des intervenants dans ma tête, tu vois, qui prend le micro et qui fait
Excusez-moi. Excusez. Aujourd'hui, le self-destruction de son album dans son cerveau. Mais pourquoi? Est-ce que c'est une façon de te dire... Enfin, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un truc que tu penses? Est-ce que c'est une façon de te dire comme ça, je mets mes attentes vraiment très bas, comme ça, je serais pas blessée si En ça vrai, j'ai marche pas d'attente dans la vie. Je vais pas te mentir. J'ai pas d'attente. Tout s'explique. Tu vois? Vraiment, ça c'est pour le coup c'est très vrai. Tu vois, quand on me demande genre ça t'a fait quoi quand t'as gagné le prix des Inouïs? Ça t'a fait quoi quand t'as sorti ta poubelle? Ça t'a fait quoi quand t'as machin? Qui genre, t'a demandé ça? Vraiment personne. Vraiment des gens dans ma tête. Non mais tu vois, j'ai tellement peu d'attentes que je suis assez extatique pour tout ce qui est une bonne nouvelle et assez ok avec pour tout ce qui est une mauvaise nouvelle. Même si je peux juste être déçue aussi, tu vois. Mais du coup, quand t'as gagné le prix des Inouïs. des Inuits. Des Inuits. On dit Inuit ou Inouïs. 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 Un des trucs que tu as dit en interview, que j'ai lu. J'ai pas l'habitude de gagner des trucs et de faire l'unanimité. De ouf. De ouf. Mais d'habitude, t'es genre aussi moyenne, quoi. Ouais. Mais du coup, là, est-ce que ça t'a fait prendre conscience qu'il y avait un truc vraiment, que tu tenais quelque chose, que t'étais à ta place ou Non, ça m'a vachement rassurée. Dans le sens où je me suis dit que j'étais un peu légitime, en tout cas que j'avais le droit de faire ce que je faisais. Mais par contre, à processer, ça a été hyper compliqué. Et je dis pas ça en mode ouah, j'en reviens pas, machin. En fait, moi, j'étais ici. C'est Guillaume, mon manager, qui m'a appelé et plusieurs fois parce que je faisais une sieste. Parce que j'étais fatiguée. Ça, c'est ma meuf sûre. Et qui, vraiment, j'étais juste comme un sac ici. Et il m'a appelé et il m'a envoyé un SMS en me disant « T'as gagné le prix ». Et je l'ai rappelé en lui disant « Est-ce que t'es sûre ?» Vraiment, je lui ai demandé, mais très premier degré, pas du tout genre « Oh mon Dieu, est-ce que… » Je lui ai dit « Est-ce que t'es sûre ? Est-ce que t'as vu le prix ? Est-ce que c'est une rumeur ? Est-ce que machin ?» Parce que… Et ça m'a pris une semaine, sans déconner, pour l'accepter et le processer. Vraiment. Parce que j'ai jamais… Enfin, tu vois, c'est ce que je dis aussi dans Teenager, qui est pour moi la chanson la plus proche de moi. C'est quand je dis au début I'm still the other, parce que je suis jamais celle qu'on choisit en premier. Je suis jamais celle que tu te dis genre waouh, c'est elle, tu vois. Et je suis un peu tout le temps dans le ventre mou de la vie, enfin, tu vois. Ce sera le titre. Ce qui est terrible. Mais du coup, j'ai jamais été habituée à être numéro 1, première, mais même pas dans la classe, dans machin, tu vois, dans la vie, enfin, le coup de cœur de quelque chose, tu vois. En fait, ce qui est terrible, c'est que je sais que je peux être une personne qu'on peut apprécier, mais après un peu de temps, tu vois. Et du coup, quand tu fais de la musique, souvent, t'as pas ce temps-là. Ouais, ça doit être immédiat. Voilà. Et du coup, par exemple, je suis ravie, toutes les équipes avec qui je bosse, Columbia, Warner, mon manager et tout le monde croit très très fort en moi et en ce que je suis. Mais ça m'effraie beaucoup parce que c'est parce qu'ils me connaissent et que j'ai eu le temps de m'agiter suffisamment devant eux et de voilà. Ouais, mais eux aussi, c'est leur travail de savoir ce qui va avoir mais tu sais jamais. Même. Non, tu sais jamais, mais c'est plus son problème. Ouais, ça c'est clair. C'est vraiment. Vous avez donné l'argent. Et regardez-moi gesticuler désormais. Mais du coup non, ouais, le prix c'était trop bizarre. Tu crois au destin ? De ouf. Je pense que tu peux le changer comme dans Marc Lévy. J'ai vraiment envie de mourir. J'ai vraiment envie de me suicider. Vraiment, c'est douloureux comme phrase. Mais non, pour moi tout est lié d'une certaine manière. Après, tu peux changer les choses, tu vois. Tu peux changer les choses et changer ta vie et tout ça. Et tu vois, par exemple, c'est con, mais ma première télé que je fais, donc Taratata, c'est avec Raphaël et je chante Where is my mind et c'est ma chanson préférée depuis que je suis enfant. Ah ouais, c'est pas celle de Bowie Lady Greening Soul. Ouais. Non, c'est ma chanson préférée de Bowie. Mais Where is my mind, c'est ce que j'avais. Tu te souviens c'est quand on pouvait... C'est pas ce que t'as dit dans l'interview avec machin. Non. C'est vrai, c'est possible. Mais en même temps, il y a comme t'as tout le monde. menti. J'ai 1000 chansons préférées, mais aussi j'ai peut-être menti pour plaire aux gens. Oh là là. Tu sais que l'enfant de Louane s'appelle Esme. Ouais. Comme dans Twilight. Comme dans. Oh, putain. Bah oui. C'est pour comme ça que dans Salinger. Lequel ? Dans les nouvelles, il y a une qui s'appelle Esme. Ouais, non, dans Twilight plutôt. Parlons de l'attrape-cœur. Ouais. Tu l'as vu dans ma bibliothèque ou je l'ai peut-être dit dans une interview ? Pour la vague parallèle d'ailleurs. Oui.
la famille qu'on embrasse. Tu disais dans l'interview que si tu devais chanter des paroles, des mots d'un auteur ou quoi, ça pourrait bien être ça. Ouais. Et donc là, évidemment, j'ai vacillé. Qu'est-ce qui te touche dans l'Attrape-Cœur ? C'est... Mais en fait, j'ai retrouvé beaucoup de Bonjour Tristesse dedans. Après, je sais pas si c'est moi qui fais un parallèle un peu hasardeux, mais j'aime beaucoup quand les gens, les auteurs et autrices réussissent, et même les artistes tout court, arrivent à parler de l'ennui et de ne pas être à sa place. Et je trouve que c'est vraiment très fort ça, parce que il se passe pas grand chose dans ce livre. Il se passe rien, on s'en fout de ce qui se passe. Complètement. Mais en fait, justement, c'est ce que j'aime bien, c'est que tout est écrit. Il y a pas de scénario avec un point A, un point B, une quête. Enfin, j'aime bien les trucs comme ça aussi, mais là, il y a vraiment tout est dit, tu vois. Tu sens quand il est complètement déphasé, tu sens quand il est très maître de ses moyens, tu sens quand et puis tout est dit avec peu de filtres. Et du coup, j'arrive vraiment à me l'approprier, tu vois, à comprendre des choses et tout ça. Et j'aime bien ça. J'aime bien ce côté de c'est simple, quoi. Tu vois. C'est hyper compliqué, mais c'est simple. Genre. En fait, c'est simple de comprendre son incompréhension. C'est ça, exactement. Exactement ça. C'est que tu peux te mettre à sa place. En même temps, c'est pas forcément nécessaire. Parce qu'il cherche pas tant à donner des réponses que des questions. Non, exactement. Exact. Et puis, encore une fois, il n'y a pas de filtre, tu vois. Donc, il va pas juste choisir de décrire quand ça va pas ou quoi. C'est juste, il va décrire tout ce qui se passe. Et pour moi, c'est ces œuvres-là qui sont les plus importantes, en tout cas pour moi, parce que je trouve qu'il n'y a jamais de tout noir ou tout blanc, tu vois. Et que là, il est vraiment dans une espèce de... Tu vois. Et tu peux dire genre, ah, ok, donc j'ai vraiment l'impression d'être à côté de lui. Pour moi, c'est le plus réaliste possible de d'écrire comme ça. Et je l'aime bien. Et c'est quoi ton rapport à l'ennui ? Moi, j'aime beaucoup ça. Parce que... Enfin, en fait, non. Alors, c'est pas que j'aime beaucoup l'ennui, c'est que je m'ennuie jamais vraiment. Parce que t'as une conférence de 600 personnes et de la voilà, musique. parce qu'ils sont toujours présents. Non, parce que j'ai toujours des trucs à faire, tu vois. Enfin, mais même si c'est lire un livre ou regarder un film, enfin, genre, pour moi, l'ennui n'existe pas trop enfin, je sais pas. Même dans une salle d'attente, j'ai toujours des trucs à penser ou à... T'es dans une salle d'attente, t'as pas de téléphone, y a pas de magazine, tu fais quoi ? Je réfléchis. Je repense à des trucs, ou alors je m'organise pour la suite, ou alors... Tu planifies ton mariage avec quelqu'un que t'as jamais rencontré ? Exactement, en vrai. Ou alors je fais la liste des signes qui font que cette personne est folle amoureuse de moi. Putain, mais t'es dingue. Mais tu sais que ça va être publié, hein. En vrai, soit. Ça, c'est pareil, tu vois, tu m'as dit avant l'interview s'il y a des sujets que tu veux pas aborder, et on me dit tout le temps s'il y a des trucs que tu veux retirer dans une interview, ou s'il y a des images que t'aimes pas. Et moi, j'ai vachement de mal avec ce genre de censure-là, en tout cas avec mon projet, parce que j'estime que tout sera utile à un moment ou à un autre, tu vois. Peut-être à mon enterrement, on pourra aller piocher des petites choses. Non, à ton procès. Ou à mon procès. Vous voulez des preuves qu'elle est folle ? Écoutez, eh bien, les voici regardez. Un podcast. Regardez ici. Non, mais en vrai, non, je m'ennuie pas, parce que j'ai été très... et solitaire et pas solitaire. En fait, j'ai toujours chéri ma solitude, vu que j'étais dans une famille, entre guillemets, assez nombreuse. Enfin, tu vois, on était 5, il y avait un peu du bruit partout et tout ça. Donc, j'ai toujours chéri ma solitude et j'en ai fait des moments qui étaient importants pour moi. Du coup, j'arrive toujours à trouver mon compte dans l'ennui. Genre, je sais que je vais pouvoir m'en servir pour faire un truc que j'avais besoin de faire. Puis aussi, je fais pas mal de trucs en même temps. Donc, en vrai, genre, quand on me dit, genre, t'as 3 heures de train, mais moi, en vrai, 3 heures de train, c'est vraiment genre une aubaine. Ouais, je comprends. Donc, voilà. Est-ce que c'est pas chaud quand t'étais journaliste t'écris encore un peu pour Tétu ? Plus trop. Ça fait un bout de temps là que j'ai pas écrit pour le. Ouais. C'était pas chaud d'écrire, de parler de musique alors que toi-même t'en faisais ? Non. Bah non, parce que tu vois, c'est. Enfin après, c'est plus professionnel que quand on parle avec des copains, mais tu vois, tu peux parler de podcast avec des gens, tu vois, t'as ton esprit critique aussi. Objectif. Ouais, mais il y a ce côté je critique des choses alors que je suis moi-même très critiquable bah ouais, plein de... mais c'est ça qui est super cool.
Moi, j'accepte pas ça. Ah ouais, moi je l'accepte de ouf. Parce que justement, moi j'ai vu comment je pouvais être critique sur des trucs et je sais que j'ai pas la voix de la raison. Donc du coup, ça m'a vachement aidé à accepter moi les critiques, tu vois. Moi je trouve ça très ok de parler de choses que tu fais. Ça m'a aidé à comprendre aussi des albums, ça m'a aidé à comprendre des choses. Et là pour le coup, je peux vraiment dissocier ma musique de la musique des autres. Parce que je suis pas si folle que ça. Je suis pas en train de me dire genre, tiens, Ariana Grande a sorti un nouvel album, c'est un peu le mien dans ma tête. Pas du tout, tu vois. Mais pourquoi tu penserais ça? C'est mon cerveau. Mais je pense juste isoler ce moment où tu dis l'album d'Ariana Grande, je sais que c'est pas le mien. Yes. C'était appris quoi, le journalisme, les études de journalisme? Ça m'a appris le point que je retiens le plus et qui pour moi est le plus important, c'est ça m'a appris à donner la parole à des gens qui l'auraient pas forcément eu. Enfin, moi, je sais que c'était un truc qui me tenait très, très à cœur, notamment quand j'étais chez France 24. Et je voulais vraiment, parce que j'aime bien le journalisme, enfin, j'aime bien les gens qui se mettent en scène, je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui savent bien le faire. Mais moi, j'avais pas du tout envie de faire ça avec le journalisme. Peut-être c'est parce que je faisais de la musique à côté et que j'avais mon égocentrisme exacerbé dans ça. Mais pour le coup, quand je faisais du journalisme, j'avais pas du tout envie de faire autre chose que de laisser parler des gens, comme dirait Magic System. Vraiment, je l'ai eu dans la tête immédiatement. Est-ce que c'est un gars à la conférence qui a fait hey, c'est comme vraiment qui s'est ramené, qui a fait genre avec un ghetto blaster et qui a mis play et qui a fait genre tu l'as? Vas-y, dis-le. Dis-le, sinon je le continue à jouer dans ta tête. Terrible. Yes. Voilà. Ah oui, je sais pas terminer les podcasts. Ah, tu veux qu'on dise Jongle. J'adorerais savoir jongler. Je sais pas, j'ai des mandarines là-bas. Je vais pas te mentir. Vas-y. Je sais pas faire. J'aimerais cracher du feu aussi. Généralement, quand je sais pas quoi faire de mes mains. Tu craches du feu? Soit je fais comme ça, soit je fais le diabolo. Tu sais, ça j'adorerais savoir le faire aussi. C'est vrai. Mais qui voudrait savoir faire du diabolo? Moi. Parce que tous les gens qui veulent savoir faire du diabolo, ils font du diabolo. C'est à ça qu'on reconnaît qu'on ne veut pas traîner avec eux. Yes. J'espère que l'épisode vous a plu. Je mets dans la description tous les liens où suivre et écouter la musique de Silly Boy Blue. Son album sortira normalement au mois de juin. D'ici là, il y a déjà 3 extraits qui sont en ligne. Et Anna sera en concert à la Gaieté Lyrique à Paris le 6 octobre et puis ailleurs en tournée. Allez checker ses réseaux. Merci d'avoir écouté ce podcast, évidemment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner via votre application préférée, à laisser des étoiles sur iTunes, des commentaires sur YouTube, des dons via Patreon et de l'amour, de l'amour. Pour être tenu au courant de la suite des prochains épisodes et même d'un nouveau podcast qui sort très bientôt, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler, eh bien on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, vous me trouverez en cherchant Fanny Ruet, puisque c'est mon nom. Bisous! Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le sex symbole Maxime Moitieu.